ça fait très mature. Alors, l'objectif, c'est d'évoquer le sens de tout ça. Mais avant de répondre à cette question, qui es-tu, Anna? Alors, là, on est en Inde. Et dans les techniques de travail sur soi, il y a un exercice classique. On demande aux gens dis-moi qui tu es. Et je te répondrai où je suis. Et en général, les gens, ils répondent leur métier, leur date de naissance, l'état civil, marié, 3 enfants. Et c'est pas du tout qui je suis. Qui compte? C'est ça, si je donne mon état civil, mon métier, c'est pas qui je suis. Non, alors qui es-tu toi, qui Anna? je suis, c'est qui j'aime, ce que j'aime, ce que j'ai envie qu'il advienne du monde, c'est ça que je suis. Sinon, je ne suis personne. Alors raconte-nous qui tu aimes. Alors j'aime tout le monde, même les cons, surtout les cons, sauf ceux qui sont au gouvernement. Quand même, hein. Je veux dire que la sagesse a des limites. Vaut mieux que je regarde la caméra que toi, hein, je pense. Non, il vaut mieux que tu me regardes moi. Bon, d'accord, donc je vais obéir. Et je suis beaucoup plus intéressant à regarder que la caméra, je t'assure. Voilà. Sinon, pour taper dans la tradition, j'ai 300 000 km à vélo dans les jambes. J'ai été prof de maths 33 ans dans une école dite d'ingénieur à Genève. Depuis le 2002, je suis engagé politiquement, mais pas au sens de la politique sale. C'est-à-dire que je travaille à réfléchir à l'émancipation des individus et des citoyens, à réhabiliter le sens du mot citoyen. Et depuis quelques années, surtout depuis que j'ai l'arthrose qui m'empêche de marcher, de faire de la montagne, donc bien obligé, je donne tout mon temps, pratiquement tout mon temps à ça. À faire de la pollinisation, c'est-à-dire essayer, on est quelques centaines en France à faire ça, essayer de faire comprendre aux gens comment ils se font avoir, quelles sont les causes profondes et qu'est-ce qu'ils doivent refuser et exiger. Je crois que tu as structuré ta pensée. La première chose, c'est qu'est-ce qu'une civilisation alors? Oui. Alors, autrefois, il y a 20-30 ans, dans le langage français, il arrivait qu'on dise à quelqu'un qui nous rendait un service vous êtes bien civil, monsieur ou madame. Et puis, quelqu'un qui était agréable, on disait que cette personne, elle est de bon commerce. D'accord? Donc pour moi, une civilisation, c'est un lieu où les gens sont bien civils et de bon commerce. Donc ce n'est pas du tout la civilisation actuelle, où les gens sont, par définition, c'est par exemple inscrit dans les traités européens, dans la compétition. Donc nous ne sommes plus une civilisation. À mon avis, nous ne sommes pas une civilisation. Nous sommes inscrits dans une organisation humaine. Et une organisation, ce n'est pas une civilisation. Pour moi, pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'il y ait un esprit. Et là, en ce moment, s'il y a un esprit, il est vraiment anémique. Alors s'il n'y a plus de civilisation, existe-t-il encore des êtres civilisés? Ben oui, mais ils ne sont pas... Il ne faudrait pas non plus se la péter. Hein. Ils ne sont pas majoritaires et beaucoup sont empêchés d'être bons. Je vais te raconter une histoire de Lanza del Vasto, le pape de la non-violence, qui avait monté une communauté sur le plateau du Larzac, bien avant l'affaire des terrains militaires. Donc ça remonte à des décennies et des décennies. Donc c'est l'histoire d'un journaliste qui visite une usine de couteaux. Et c'est une usine particulière dans laquelle les ouvriers sont des moutons. Chacun sait qu'habituellement dans les usines, ce n'est pas des moutons, c'est des ouvriers. Et là, c'est des moutons. Alors il visite, puis il arrive dans un atelier où il y a un mouton en train d'aiguiser un couteau. Et il lui dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est avec le couteau que vous aiguisez que le loup va vous égorger? Et le mouton répond, mais il faut bien vivre. Et ça, c'est la clé de notre civilisation.
C'est-à-dire que pour survivre, on doit être complice du mal, à un moment ou à l'autre dans notre existence. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cette notion d'être civilisé? C'était pas clair. Alors pour moi... Le loup me semble très civilisé. Dans une civilisation digne de ce nom, l'homme, on va parler au masculin, on va accepter la règle grammaticale dominante, l'homme civilisé est bon, et l'homme bon est civilisé. Ceci implique cela, cela implique ceci. C'est réciproque, c'est une équivalence. D'accord ? Celui qui n'est pas bon, donc par exemple celui qui est un grand capitaliste, qui ne pense qu'à s'en foutre plein les poches, il n'est pas civilisé. Il est rapace. Alors les corbeaux sont très civilisés. Les corbeaux qu'on entend là, c'est une espèce d'oiseau qui a une organisation axée sur l'entraide et la bienveillance, mais on la connaît assez mal. Une civilisation, c'est un lieu où c'est la bienveillance qui domine, le don, la contribution inconditionnelle. Chaque individu contribue à la société dans la mesure de ses forces et de ses compétences. Il n'attend rien en retour. Et puisque il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des paresseux ou des gens provisoirement indisponibles, puisque la majorité, ou mettons les 2/3 des gens fonctionnent comme ça, tout le monde reçoit. Il n'y a pas besoin de ce contrat actuel qui est fondé sur la défiance. Je ne reçois que si je donne, et je ne donne que si je reçois. Nous, on est dans la civilisation de la carotte, l'âne et la carotte. Je comprends dans tes propos que tu sous-entends les mots confiance, les mots défiance, les mots don, les mots échange. Quel rapport vois-tu aujourd'hui avec l'argent? Comment est-ce que tu comprends ça? Alors, merci d'avoir posé la question. Il faut que les gens qui regardent sachent qu'on avait préparé le coup. Alors, il faut commencer par bien opposer radicalement le don, enfin il y a 3 pôles, le don, le partage, l'échange. Le don et le partage sont de l'ordre de la civilisation. L'échange est de l'ordre de la méfiance et de la compétition. À partir du moment où on échange, à un moment ou à l'autre, c'est fatal. Aristote explique qu'on ne peut pas échanger une maison contre des chaussures. D'accord ? Donc il va falloir trouver la partie aliquote commune à toutes les choses qu'on peut échanger, et c'est la petite pièce de monnaie d'1 centime. À un moment donné, à partir du moment où on échange à plus de 3 personnes, on ne peut plus troquer. Si M. Dupont communique avec M. Durand, qui lui-même communique avec M. Dostoïevski, qui communique avec M. Dupont, et s'ils ne se voient pas, il faut qu'ils aient cette espèce de fluide arithmétique qui va leur permettre de compter leurs échanges. Et donc, si on est dans l'échange, fatalement, on doit inventer la monnaie. C'est inéluctable. Par contre, si on est dans le don, le seul moment où on doit compter, c'est pour ne pas épuiser la planète. Mais entre nous, les humains, si on est généreux, quand nous serons généreux, c'est pour bientôt, quand nous serons généreux, on n'a pas besoin de compter. On n'a besoin de compter que par rapport à la planète qui est très généreuse, mais il ne faudrait quand même pas qu'on lui suce le sang un peu trop. On va faire une pause un instant, on va laisser passer le bateau. Oui. Il faut que tu nous emmènes vers là où tu veux aller. Oui, là, ça, on coupe.
il faut que tu nous emmènes vers là où tu veux aller. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, tu te fais plaisir, pardon d'être abrupt comme ça, mais tu te fais plaisir à jouer avec quelques concepts qui sont précieux. Mais pour l'instant, tu ne nous emmènes pas là où tu veux aller. Oui, c'est-à-dire que là où je veux aller, c'est parler de la démocratie qui n'est pas du tout le système actuel. Tu filmes là ou pas? Toujours. Ah, tu as filmé tout. Donc parler de la démocratie qui n'est pas du tout le système actuel, on va y revenir, j'espère, et qui est une étape non finale. Elle est nécessaire, mais non finale. Ce n'est pas le terminus. La démocratie, c'est la phase d'apprentissage de la codélibération universelle qui va permettre à la conscience globale de s'élever. Sans la démocratie, la conscience globale ne peut pas s'élever. Parce que les gens sont infantilisés. Ils n'ont pas le pouvoir de décider de leur vie, ni des lois auxquelles ils devront se soumettre. Donc ils sont infantilisés. Leur conscience ne peut pas techniquement s'élever. Elle peut s'élever comme ci, comme ça, on fait un petit quart d'heure de méditation, on est tout content. Mais la vraie conscience qui consiste à intégrer le bonheur d'autrui comme le sien propre, elle ne va pas venir dans le système de l'élection. Ça, c'est impossible. Dans le système dans lequel nous abdiquons, nous nommons nos maîtres qui vont décider de tout pour tous. Donc nous vivons dans une fausse démocratie. Nous vivons, c'est clair. Moi j'appelle ça une antidémocratie. Le système de l'élection qui nous est vanté urbi et torbi comme la démocratie, hein, c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, ça vient du grec démos kratos. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas ses délégués. Donc pour avoir une petite idée de ce qui pourrait se faire, on peut aller voir au Chiapas, au Mexique, où il y a le mandat obedeciendo. Donc le mandaté est obéissant. Donc c'est la délibération collective qui définit son mandat. Une fois qu'il a reçu son mandat, il n'est que acteur du mandat. Il a évidemment une certaine latitude, exactement comme un chauffeur taxi qui peut choisir dans quelle rue il passe pour éviter les embouteillages, mais il doit aller là où on veut qu'il aille. Et s'il ne va pas là où on veut qu'il aille, il est viré instantanément. Ça, c'est le mandat obedeciendo du Chiapas. Là, on commence à être dans un truc qui ressemble à la démocratie. Mais puisque tu me posais la question où je veux aller, donc je vais y aller. C'est très simple. Pour moi, la démocratie permet à élever la conscience à un niveau suffisant pour qu'on puisse se passer de la loi. Donc vivre une harmonie naturelle, impulsée par la bienveillance et la délibération. Voilà. Mais on en est très loin. Donc là, je parle, on ne pourra pas y arriver avant la semaine prochaine, c'est sûr. De mon vivant, je ne pense pas voir ça. Donc ce but ultime dont je parle, c'est encore après l'anarchie. L'anarchie, ça vient du grec, à privatif. Au milieu, il y a un N euphonique, pour faire joli, et enfin, il y a archi qui vient de arcane, qui est commandé. Donc l'anarchie, c'est pas de commandement. Les gens, souvent, vomissent sur l'anarchie en disant c'est la chienlit, c'est le bordel, c'est le désordre. Non, non. L'anarchie, c'est le système qui demande le plus haut niveau de spiritualité générale pour pouvoir fonctionner. Donc il y a une synergie. S'il n'y a pas la conscience, il ne peut pas y avoir l'anarchie. Et s'il n'y a pas l'anarchie, il ne peut pas y avoir la conscience. Ça va ensemble. Je voudrais que tu reviennes sur l'état des lieux de notre société actuelle. Oui. Avant effectivement de proposer un modèle différent. Fais-nous part de ton sentiment sur la situation présente. Alors la situation présente, la mienne est très bonne. Donc je suis retraité, j'ai une bonne retraite. J'ai le temps qui me convient pour faire ce que je veux. La mienne. Mais celle du monde, et de bon nombre d'individus, est catastrophique. En plus, il y a vraiment une grosse inquiétude à avoir sur
le devenir du genre humain. Pourquoi? Mais tout ça est dû, donc la partie négative de ce que je viens de dire, tout ça est dû au fait que quelques individus qui, le mot conscience chez moi est très important, qui sont sans conscience mais qui n'ont que des grossiers appétits, ce sont eux qui gouvernent. C'est eux qui décident de tout. Donc ils sont propriétaires de l'émission monétaire, ils sont propriétaires de l'outil de production, ils sont propriétaires de l'écriture de la loi, parce qu'ils financent les élus, qui ensuite doivent leur renvoyer l'ascenseur. Donc ils sont propriétaires de l'écriture de la loi, ils sont propriétaires des médias. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de focalisation de l'attention. C'est eux qui décident ce que nous allons penser. J'ai pas la télé. Donc, comment tu peux savoir tout ça alors, Anna? Mais parce que je réfléchis, je regarde autour de moi. Mais oui, le premier acte de libération politique, c'est de... J'ai fait ça il y a 20 ans. J'ai pris un marteau, j'ai cassé la télé. Tu es une rebelle. On peut appeler ça comme ça. C'est repérer. J'ai pas de téléphone portable. Repérer ce qui peut m'asservir et le plus possible m'en passer. Pourquoi le monde va-t-il mal? En quoi le monde va-t-il mal? Alors, il y a pourquoi, en quoi? En quoi, s'il te plaît, commençons par ça. On est en train de l'empoisonner à haute dose. Les pesticides, le plastique dans les océans. On est en train de sélectionner. C'est donc les grandes firmes. On est en train de sélectionner des plantes nutritives pour cela qu'elles ont un intérêt commercial et non pas pour nourrir. D'accord? En fait, si on regarde autour de notre quotidien, pratiquement tout est, à l'heure actuelle, prenons en France, parce que nous sommes français, toutes les histoires de sécurité sociale, l'école qui se casse la gueule. Tu me dis que les grandes firmes sont responsables. Bien sûr. Mais les grandes firmes sont responsables à partir du moment où elles produisent ou à partir du moment où nous achetons leurs produits? Qui est responsable? Nous, qui achetons, ou eux, qui produisent? Je vois où tu veux en venir. Nous pouvons, on le fait, certains le font, faire ce que moi j'appelle la révolution des légumes. Hein, c'est ou ce que Gandhi appelait, comme c'était un conseil, soit le changement. Soit le changement que tu veux pour le monde. Donc ça, c'est un grand courant de pensée, avec Pierre Rabhi, etc., qui est admirable et qui doit être soutenu et auquel, quand on en a la force, on doit participer. Mais tant qu'on ne sera pas, nous, les modestes, propriétaires de l'écriture de la loi, cette démarche est promise à l'échec. Parce que le jour où des gens qui rentrent dans l'autonomie alimentaire vont devenir réellement concurrentiels par rapport au grand capital secteur agriculture, on va sortir une loi qui va leur interdire de faire ce qu'ils font. Exemple Cocopelli. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la bataille des institutions. On ne peut pas. Donc, ce que j'appelle la révolution des légumes, c'est un travail absolument nécessaire, mais il est insuffisant. Le travail sur les institutions est un travail nécessaire, mais il est probablement lui aussi insuffisant. C'est peut-être la synergie des deux qui peut faire agir. Par exemple, mettons qu'on veuille qu'on arrive à convaincre les gens de lancer une grève générale autrement qu'à travers la CGT. Donc il faut qu'il y ait 30 millions de personnes qui soient convaincues de le grève générale de longue durée de 3 mois. Il faut avoir l'autonomie alimentaire.
Parce que si on n'a pas l'autonomie alimentaire, il va venir un moment où, ayant faim, on va devoir rendre les armes. Donc les deux se rejoignent.